Bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent. Ouais, on attend quelques minutes et puis on va commencer le webinaire. Installez-vous aussi confortablement que possible. Hein. Si vous êtes sur des sièges de bureau, il est temps de le mettre un peu en arrière. Très bien. N'hésitez pas aussi tout au long du webinaire à utiliser le chat pour poser des questions, faire des remarques. On y répondra, soit pendant la démo ou pendant la mise en place. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? C'est l'occasion d'initier le test. Très bien. Parfait, merci Laurent. Parfait. On laisse une minute et je pense qu'à midi une, on peut introduire le sujet. Le temps va passer vite, donc il ne faut pas qu'on traîne. Merci Isabelle, merci Jérôme. On va essayer de vous laisser manger pas trop tard, sinon les esprits vont commencer à divaguer. Non. De toute façon, c'est en commençant que ça va. Et oui, Laurent, ça sera enregistré. Tous les participants ou tous les inscrits recevront un replay et on diffusera dans tous les cas le replay. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Je pense que tu peux y aller, Hugo. Ouais, midi une, je ne me rends pas compte si tout le monde est là. Bonjour François, bonjour Françoise. Vous me dites. Ouais, tu peux y aller. D'accord. Bon, bah, très bien, on va commencer. Tout le monde est bien installé confortablement dans ses sièges pour une petite heure d'immersion. Donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler avec la gouvernance de l'IA. On entend beaucoup parler d'IA, d'industrialisation, de passage à l'échelle, de sortie de cette période d'expérimentation. Mais le parallèle est également vrai sur la gouvernance. Il faut, dans le même temps qu'on industrialise les cas d'usage, industrialiser la gouvernance, chose qui est souvent rattrapée. On rattrape les wagons un peu au fil de l'eau. L'objectif, c'est de vous donner toutes les clés de lecture, à la fois théoriques comme sur la phase d'opérationnalisation de cette gouvernance à l'échelle. Donc, il y aura deux volets qu'on va vous détailler juste après. Dans ce défi de taille qui est de circonscrire tous ces éléments en 55 minutes, je ne suis pas tout seul, accompagné de IBM en la matière de par Mamed qui est avec nous, expert watsonx Gouvernance, qui aura la chance, vous aurez la chance d'avoir une démo de sa part sur un cas d'usage du recrutement, du métier du recrutement. Et avec mon acolyte de toujours, Ludovic Magnier, qui jouera le rôle d'animateur et qui prendra toutes vos questions dans le chat et qui se fera le plaisir de nous les poser. Donc, n'hésitez pas à en poser tout au long de la séance. Et Ludovic, est-ce que tu as un point à rajouter? Oui, en effet. Merci Hugo pour cette introduction. La gouvernance prend de plus en plus de place dans les marchés et on a certains de nos clients qui se posent la question comment faire par rapport à toute cette loi, par rapport à tout cet outillage qui sont offerts à eux pour mettre en place la bonne stratégie de gouvernance, que ce soit la gouvernance juridique de l'IA ou la gouvernance technique. Et ça crée vraiment un échange, un débat qu'on va émuler aujourd'hui au sein de ce webinaire pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir ensemble quels sont les outils, les solutions que l'on peut mettre en place pour gérer la gouvernance de cette technologie qui représente l'intelligence artificielle. Pour ce faire, l'idée, la réussite qui serait pour nous la plus bénéfique, c'est de vous faire comprendre,
au moins ouvrir les chakras sur le fait que la gouvernance, ça peut être perçu comme un frein, mais surtout, ça peut être un levier, une opportunité de levier très intéressante sur plein d'aspects, dont certains insoupçonnés. Pour ce faire, on va circonscrire les éléments en 5 étapes. Premièrement, on va revenir sur la gouvernance dans son ensemble, ce que ça implique, comment c'est cadré. Ensuite, faire le lien sur les différentes réglementations et les engagements que ça implique à différentes échelles avec différents niveaux de criticité. Enfin, un point sur l'approche d'IBM, comment, lié à leur historique assez mature en la matière, ils ont cadré ce sujet-là et les prises de position qu'ils ont. Et Mamel se fera un plaisir de nous exposer tout ça. On suivra une démonstration de l'outil gouvernance, comme je l'évoquais, sur un cas très concret du métier du recrutement, qui est potentiellement très sensible comme use case. Et enfin, on reviendra sur les next steps potentiels et les perspectives qu'on peut voir ensemble. Si c'est OK pour tout le monde, on va entamer le cœur du sujet. L'IA, comme on le sait tous, elle est présente, elle commence à être adoptée, on le voit de plus en plus. Mais l'IA, ça englobe beaucoup de choses. Dedans, on a souvent un lapsus qui va de pair, c'est l'IA générative, qui entraîne différents éléments qui peuvent être apparentés comme plus critiques liés à la création, à la génération, comme son nom l'indique. Et donc, ça doit être pris en compte de façon spécifique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Encore une nouvelle vague qu'on a pu voir depuis quelques mois, plus d'un an pour les plus matures, c'est l'agentic, la prise de décision, la prise d'action. Et bien, effectivement, il faut avoir cette capacité à la rétropédaler, à comprendre ce qui s'est passé dans le rétroviseur, à la monitorer, à l'observer. Et donc ça, c'est aussi un enjeu pour que les choses passent réellement à l'échelle, d'être capable de traquer tous ces éléments-là. Enfin, l'IA traditionnelle, elle est toujours là, elle coexiste. Et donc la famille, on va dire, globale de l'IA s'agrandit, mais ça c'est vraiment additionnel. Il faut garder ça en tête. Et ici, on se retrouve avec différents types d'intelligence artificielle sur différents endroits pour l'appliquer. Et trouver la bonne plateforme et éviter les silos au niveau de ces branches de technologie, c'est un peu ce que recherchent aujourd'hui nos clients et viennent nous voir en disant comment faire aujourd'hui pour mettre en place la bonne stratégie, sachant que j'ai du machine learning d'un côté, j'ai du chat GPT de l'autre. Et aujourd'hui, tous mes collaborateurs l'utilisent sans forcément avoir de guardrails ou de critères qui me disent comment contrôler en gros l'utilisation de mes utilisateurs. Effectivement, le décilotage, Ludovic, c'est un point qui est d'actualité pour nos clients. On parle, j'entendais encore récemment de nos amis bretons, l'IA pour tous, donc les devices ou les services qui permettent d'avoir une IA collaborateur avec un seul point de contact. En même temps, les IA Factory, la plateformisation plus globale. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont coexister et qu'on va essayer de circonscrire. Alors, j'en ai passé une ou deux, peut-être. Non, c'est bon, parfait. Donc, l'IA et l'impact de la gouvernance, il y a un impact financier. Donc, le non-respect, effectivement, des réglementations, on remet simplement les éléments concernant cela. C'est 7% du chiffre d'affaires, 35 millions d'euros en moyenne sur une amende potentielle en fonction de la taille de la structure. 73% des responsables informatiques se disent préoccupés par ces sujets-là et 79% sur les publics autour de la sécurité, où ils considèrent que c'est un risque qui est encore peu mature, mal circonscrit et mal appréhendé, en tout cas de façon perfectible. Enfin, la complexité au niveau des DAF, des CRO, il y a moins de 30% qui estiment être suffisamment pris en compte dans leur organisation. Donc, il y a un vrai gain de prise de conscience qui va arriver dans les mois à venir. On va le revenir, une première phase d'application de la législation cet été, la deuxième phase l'été prochain. On est convaincu chez Margo qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'avoir lieu et qui va monter en intensité dans les prochains mois. Ça soulève du coup la mise en place d'une stratégie. Donc, comment pallier à cette nouvelle loi qui est aux portes de tous nos clients et qui a encore quelque part une vision très lointaine de leurs conséquences. On discute aujourd'hui avec des entreprises dans différents secteurs de marché qui établissent encore le niveau de risque très faible de cette amende. Pourtant, la CNIL l'a affirmé, et, les audits ont commencé, et aujourd'hui, s'équiper pour bien documenter tous les outils IA qui sont développés et les gouverner, c'est nécessaire.
Alors, il y a différentes approches à une bonne stratégie de gouvernance et on a pu l'observer. Il y a mettre en place un comité avec remplir un fichier Excel sur tout ce qui a été développé pour essayer au possible de gérer le cycle de vie des modèles. Il y a également une notion de déterminer quels sont les risques. Quand on développe un voice bot qui permet de guider le service client à résoudre des problèmes, quel est ce niveau de risque, quel type de données il a accès et quelle est la version utilisée, le modèle. Enfin, on va partir aussi sur tout ce qui est la richesse de l'IA, si on peut dire, la donnée. Quels sont les échanges qui ont été faits avec le modèle développé, quel type de données il peut ingérer et comment. Et enfin, l'évolution des réglementations. On va le voir tout au long de ce webinaire. Il n'y a pas seulement l'Europe qui a mis en place sa réglementation, il y a aussi le monde entier. Il y a le NIST aux États-Unis, le X en Chine. Et comment, au travers d'un comité ou d'un Excel ou que sais-je, peut-être de personnes externes, on peut uniformiser toutes ces informations? Ça, c'est une question qu'on vous pose aussi au chat, si vous avez des chemins de résolution. Mais c'est ça aussi qu'on va élucider, c'est quel type d'outil peut permettre à la fois de gérer le cycle de vie, de gérer toutes ces réglementations, et aussi Je pense qu'il y a un petit souci côté Hugo. Donnez-moi 2 secondes, je vais essayer de les rappeler. Oui, ouais, je me suis rendu compte qu'il y a un petit souci côté Margot. Je vais essayer de rappeler en fait Hugo et Ludovic. Ah, ouais, c'était bien un souci de connexion Internet. Je pense qu'ils vont revenir. Ah oui, c'est bon. C'est bon? On est revenu? Vous êtes revenus. Pardon, Voilà. Excusez-nous pour l'aléa du direct. La Wi-Fi n'est pas gouvernée à 100% à la défense. On a eu quelques soucis. C'est des caches de phare à la Donc voilà, ce que je disais avant de prendre le propos, c'est qu'il y a 3 choses à prendre en compte, étant comment avoir un outil qui est capable de suivre toute l'évolution des réglementations, comment faire en sorte de remédier à tous les problèmes d'hallucination, tous les problèmes de non-compliance des différents modèles qu'on utilise au sein de nos organisations, et enfin, comment faire en sorte, surtout, de définir le risque au niveau du développement d'une IA. Oui, plus globalement, donc c'est vraiment la comitologie et ce qu'on constate, c'est important d'avoir les bonnes personnes dans la boucle. Le deuxième point, c'est d'avoir défini le niveau d'exigence qu'on se fixe au-dessus de la réglementation et la nomenclature qui va avec. Et le 3, c'est de monitorer plus que via un fichier Excel. Un point d'attention qu'on voulait éclaircir tout de suite, on voit dans certaines organisations une confusion entre la gouvernance de la data et la gouvernance de l'IA. Ça semble superposé ou similaire, mais on voulait vous mettre ces éléments-là pour vous montrer que c'est clairement 2 sujets parallèles, mais qui nécessitent d'être appréhendés différemment. Sur la data, on va davantage travailler au niveau de la donnée, alors que sur l'IA, on va davantage travailler au niveau du modèle. Donc l'un implique l'autre, mais voilà, c'est 2 sujets qui sont nécessaires à avoir en tête. Suite à ça, la réglementation au niveau mondial, Ludovic. On en parlait justement de ce qu'ont fait nos amis les Américains et également la Chine au niveau de l'IA. Aujourd'hui,
sont sûrement parmi nous, parmi les interlocuteurs des entreprises qui touchent à l'international. Et il est important d'avoir une vision sur tout ce qui est fait aujourd'hui. Je dis, l'UEIA Act n'est pas la seule loi que l'on doit regarder pour définir le bon risque au niveau de nos intelligences artificielles. On arrive dans un monde où les use cases deviennent des plateformes, et c'est de moins en moins des silos éparpillés au sein de nos organisations. Et de cette plateforme, il y aura un impact international de plus en plus grand, d'où l'importance de se renseigner avec vos juridiques, surtout les mettre dans la boucle pour voir ce qui est fait au Canada, en Chine ou en Australie. Et avec les groupes internationaux, ce qu'on constate aussi, c'est de devoir se mettre en conformité sur différentes législations qui n'avancent pas forcément à la même vitesse, qui ont des définitions où il faut trouver les équivalences. Et donc, il y a un vrai travail sur ces sujets-là. Donc, l'UEIA Act, je pense que la plupart, vous connaissez à peu près les différents niveaux de risque, ce qui a été mis en place là-dessus. Encore une fois, mettre en place un comité avec le juridique, les métiers, la partie sur le système d'information aux entreprises, ce n'est pas assez suffisant. Surtout quand on a une maturité dans l'IA et les use cases éprouvés, il faut aller plus loin puisque avoir une approche fondée sur le risque, parfois limite ce que l'on peut faire en termes de développement d'IA. Ça, c'est important. Et donc, les 4 points que vous voyez à l'écran, c'est les gros éléments à garder en tête par rapport à ça. Une approche fondée par le risque. C'est ça, ces fameux niveaux de risque. Aujourd'hui, quand on va développer... exactement, Isabelle. Voilà. Après, pas forcément un outil. On peut aussi avoir une organisation humaine avec des bonnes interconnexions, mais ça peut aider. Aujourd'hui, quand on fait un projet chez Margot, on documente tout le développement technique, mais on va aussi faire une documentation liée à l'UEIA Act. Ça, c'est important. On a des clients qui le demandent directement, et c'est un bon signe de maturité. On a des clients aussi qui n'ont pas forcément ce réflexe-là. Il est rare aujourd'hui d'arriver sur un risque inacceptable. On n'est pas encore au niveau du MIT à faire de l'analyse des émotions par rapport à la reconnaissance de visage. Et encore, il y a des sujets qui s'en rapprochent. Il y a des sujets qui s'en rapprochent, mais en tout cas, on peut monter assez rapidement au niveau du haut risque. Et là, les conséquences de la CNIL qui est bientôt à nos portes vont être graves s'il n'y a pas quelque chose de mis en place et surtout de la documentation ou un outil qui est capable de dire et de montrer patte blanche par rapport au développement d'IA qu'on a pu mettre. Effectivement, par rapport à ça, le JPI, du coup, qui est une organisation internationale qui a pour vocation justement sur les modèles à usage général, donc les providers, les fournisseurs de modèles qu'on peut connaître, GPT, Llama ou autres, qui ont une attention particulière de par leur éclectisme, ou en tout cas leur usage qui est globalisé. Donc, il y a une attention qui est faite particulière sur les données d'entraînement, sur la documentation, sur les risques qu'on appelle systémiques, tout ce qui va être autour des droits d'auteur, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un code des bonnes pratiques qui a été signé, une charte qui a été signée par quasiment tous les providers, IBM l'a fait, AWS, etc. En l'occurrence, point intéressant à noter, Meta ne l'a pas signé. Et donc, c'est pour ça que dans certains dispositifs qui vous permettent d'avoir des gateways de LLM, qu'on appelle de plus en plus LLM as a service, vous ne verrez pas les derniers modèles Meta, donc les tout derniers qu'il peut y avoir, parce qu'ils ne sont plus signataires et donc ils ne sont pas conformes au JPI. Dans la nomenclature et dans les définitions d'encadrement, on dissocie 3 typologies d'acteurs. Le premier étant le fournisseur, ce que je viens d'évoquer, donc typiquement, y compris le JPI sur les modèles à usage généraux, mais tous les acteurs, donc tous les fournisseurs sont définis très spécifiquement. En deuxième volet, on va avoir ceux qui les intègrent et ceux qui les exploitent, donc les déployeurs dans la nomenclature, et enfin les intermédiaires qui sont les distributeurs ou les importateurs. Notion importante à garder en tête sur la zone d'application, ce n'est pas l'input ou la localité du fournisseur qui prévaut, c'est l'output et l'usage. Et donc, un fournisseur a beau être américain ou asiatique, s'il est utilisé sur le territoire européen, c'est la loi européenne qui s'applique. Et donc, dans ces cas-là,
tous nos cas de figure sont cadrés, en tout cas dans l'usage qu'on a. Sur la timeline, on a été quasiment à part sur l'événement de février dernier, sur une date d'anniversaire autour du 1er et 2 août annuellement. Donc, début des mises en application en août 24, donc il y a 1 an, une évolution sur l'intégration des risques inacceptables qu'on a évoqués en amont, qui ont été cadrés de façon préliminaire volontairement en février dernier. Une entrée sur les obligations pour les modèles à usage généraux qu'on vient d'évoquer en août dernier, et une mise en application pour tous les systèmes à haut risque en août prochain. Donc, ça va se faire de façon incrémentale sur les prochaines années, et une application complète en 27. Donc, ça nécessite, et c'est ce qu'on constate au sein des organisations, de se mettre en ordre de marche dans un premier temps pour l'exigence de août 2026, mais à terme de août 2027, et ça va arriver très rapidement, ces éléments-là. Sur un point qui est intéressant à noter, on pense et on perçoit souvent la réglementation de par les exigences réglementaires, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'effets de bord qui sont salvateurs. Donc, il y a typiquement, dans un nombre de contextes qu'on a pu suivre, un gain d'adoption. Un gain d'adoption qui est lié à 2 éléments. Premier, c'est qu'enfin, on a de la métrique, et donc on compare souvent, nous, la gouvernance à la BI. Donc, ça permet enfin de savoir dans quelle direction on va, avec quelle vélocité, et donc d'ajuster le tir, enfin, avec des éléments factuels. Et en même temps, on permet de réduire les populations qui vont être réfractrices ou qui vont être contre ces éléments-là, par le fait qu'il y a enfin une lisibilité, une traçabilité des éléments. Et donc, des publics qui auraient pu être contre l'initiative ou la globalisation de la démarche vont, d'un coup d'un seul, devenir des promoteurs de la démarche. Est-ce que vous nous entendez toujours? Parce que manifestement, ça a sauté encore. Vous me dites, Mamed, tu peux peut-être nous... Oui, c'est bon? Ouais, bon, parfait. Donc, il y a différents éléments. Mais en tout cas, sur la réduction des frictions, étant donné que l'IA touche à une logique interdisciplinaire, ça a réussi et ça permet de fluidifier les échanges par rapport à ça, de renforcer l'engagement des collaborateurs dans la démarche, à même mieux maîtriser le cycle de vie des modèles et la traçabilité et l'auditabilité, et donc, de fait, baisser le niveau de tension qu'il peut y avoir sur certaines populations. Il y a d'autres effets que je vous laisse consulter de vous-même. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la gouvernance, ça devient un levier stratégique au-delà de la conformité. Oui. En revenant sur notre problématique et ce constat, on va tous avoir besoin de gouvernance de l'IA. Comme l'arrivée des EDR, des logiciels pour la cybersécurité, pour remédier au risque, ça va être nécessaire de trouver un chemin d'automatisation, parce que toutes les entreprises n'ont pas le temps forcément à allouer à observer le comportement de chaque modèle et chaque use case qui ont été mis en production. Et ça, on l'observe de plus en plus, puisque les plateformes de l'IA vont uniformiser tous ces modèles-là. Maintenant, quelle plateforme va permettre de gouverner ces modèles? On a décidé de faire ce webinaire avec IBM, avec Mamed. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place cet outil. Et c'est un outil qui regroupe tout ce qu'il y a de bien dans la gouvernance. C'est que d'un côté, on a ce lien qui est mis avec les différentes réglementations, la gestion des cycles de vie, et Mamed rentrera plus dans ce détail là-dessus, et également la remédiation aux différents comportements à risque des modèles qui sont mis en production. Là, en complément de ça, effectivement, les 2 volets qui ont permis de circonscrire votre Sinus Governance et ce qu'on apprécie, nous, dans la solution, c'est 1, tout le volet GRC, et 2, c'est le monitoring de cas d'usage métier spécifiques. Et donc, grâce à ça, vraiment avoir une console de gouvernance centralisée, que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau groupe, avec différentes filiales sous-jacentes. Mamed, tu me dis si c'est bon pour toi, et puis on te laisse... Parfait. Merci Hugo. Je prends le partage de l'écran. J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs. L'objectif, c'est là vraiment d'avoir un cas très concret d'opérationnalisation. Et donc, Mamed va nous illustrer ça. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et avant le point de Mamed, j'aimerais rebondir sur un aspect. Il y a aussi toute une question
knowledge management au sein des entreprises. Il y a tellement de monde maintenant et tellement de contacts, de personnes autour de la mise en production d'une IA au sein des entreprises que ça crée beaucoup de friction, beaucoup d'inertie. Et rajouter une couche sur la gouvernance par rapport au risque de la CNIL, forcément, ce n'est pas facile pour tout le monde. On n'a pas tous une grosse entreprise et même on n'est pas forcément tous à même à discuter avec nos collègues sur cet aspect. Et c'est pour ça que l'outillage rentre dans le débat. Ici, ce n'est pas pour montrer une énième technologie, c'est pour ouvrir un chemin de possibilités et de résolution par rapport aux problématiques qu'entraîne la gouvernance de l'IA. Et effectivement, on a parlé en préambule du besoin donc de la comitologie et en deuxième temps de la nomenclature et de la définition de ce qu'on veut cadrer. Et justement, Mamed va nous donner un cas d'exemple côté risque Atlas. Je te laisse la main. Très bien. Merci Hugo, merci Ludo. Là, on voit ton bureau, Mamed. Très beau bureau. Là, c'est bon. Là. C'est déjà peut-être qu'il y a un petit souci avec mon port. Ça fait rêver. Ouais, mais effectivement, donc je reprends ce qu'ont dit Hugo et Ludovic. Afin d'avoir cette automatisation de la gouvernance de l'IA, déjà la première étape, c'est de savoir en fait quels sont les différents risques qui sont attachés à l'utilisation de ces différents modèles. Et donc, pour ça, IBM Research a construit un référentiel de risques, qu'on appelle l'AI Risk Atlas, qui est public, en fait, qui rattache tous les risques qui sont attachés à l'utilisation des différents modèles, peu importe leur type. Donc, les risques qui sont attachés à l'utilisation des modèles d'IA traditionnels, donc des risques de dérive, d'explicabilité, de robustesse, mais aussi tous les risques qui sont attachés à l'utilisation des modèles d'IA générative. Donc, comme le prompt, le jailbreak, le prompt breaking, etc. Donc, ce référentiel-là permet déjà d'avoir une compréhension assez complète des risques qui sont attachés à l'implémentation de l'IA dans nos différents cas d'usage. Et c'est juste en complément, cette définition, elle est vraiment préliminaire. On a beau avoir le meilleur outil, le meilleur XDR, EDR, comme évoquait Ludovic. Si on n'a pas fait cette définition-là en amont, on ne pourra pas configurer correctement les choses et donc ça n'aura pas vraiment de sens. Là où IBM met à disposition de façon open source des templates en fonction de l'organisation, mais qui permettent d'avoir une base de réflexion là-dessus. Et c'est vraiment un travail préliminaire à tout ça. C'est la première étape. C'est ce qu'on accompagne avant de mettre en place une stratégie ou un outil de gouvernance. C'est quels sont les risques. Et surtout, ça permet de faire le lien dans le sens où quel risque correspond le plus à mes problématiques au sein de mon entreprise aujourd'hui. Et est-ce que je vais aller au-dessus du minimum légal, si je me permets l'expression, et voilà, avec des niveaux d'exigence sur certains aspects qui peuvent aller plus loin. Donc, c'est toute cette définition-là qui est préliminaire. Très bien. Alors, une fois qu'on a en fait cartographié les différents risques qui sont attachés à l'utilisation de différents modèles, l'approche IBM, la stratégie d'IBM de la gouvernance de l'IA, elle regroupe 3 piliers principaux. La première, c'est ce qu'a cité Ludo tout à l'heure, c'est l'automatisation. Et donc, on réussit à faire ça en utilisant une plateforme unique. Donc, notre solution watsonx.gov permet d'avoir une approche unifiée à la gouvernance de l'IA tout au long du cycle de vie de vos différents cas d'usage, que ce soit en test, en développement, pré-prod ou production. Avoir une approche unique nous permet évidemment de s'organiser par rapport aux différentes exigences de l'UE Act ou d'autres réglementations, mais aussi ça permet d'avoir une standardisation de comment en fait mes différents cas d'usage passent en production. Donc, utiliser une plateforme qui permet d'adresser les différentes étapes d'une gouvernance efficace permet d'avoir cette standardisation qui est quand même très importante, parce que si on a des entreprises qui ont déjà une couche de gouvernance de l'IA, en général, c'est en utilisant des scripts qui sont très peu mis à jour, une documentation qui est aussi très manuelle, qui prend beaucoup de temps à faire. Donc, une plateforme nous aide vraiment à adresser cette problématique-là. Et cette stratégie d'IBM, elle est assez bien vue du marché, puisqu'on a 2 rapports d'IDC en 2023 et 2024 qui positionnent IBM comme leader sur la partie gouvernance de l'IA, et un rapport très récent qui date de Q3 2025 de Forrester, qui positionne aussi IBM en tant que leader dans les plateformes de gouvernance de l'IA. En complément de ça, Mamed, moi, je trouve qu'il y a un élément assez intéressant
c'est un peu la minute story time, mais qui explique votre maturité sur le sujet. Et nous, ce qu'on apprécie côté Margot, c'est un historique, il me semble, de 2008-2009, tu me corrigeras sur les dates, mais avec Bank of America, qui avait eu un déboire lié à sa gestion de la donnée, donc qui a créé en co-construction avec IBM un outil de gouvernance de la data initialement. Et donc, de fil en aiguille, ça a muté sur les usages spécifiques de l'IA, mais ce qui explique la complétude de la solution et la maturité que nous, on apprécie, en tout cas chez Margot. Tu me confirmes, Mamed, si je n'ai pas dit de bêtises. C'est absolument le cas, ouais. Et donc, si je continue sur cette approche-là, la stratégie d'IBM permet d'adresser ces 3 piliers que j'ai cités tout à l'heure. Donc, une gouvernance du cycle de vie. Donc, en fait, comment d'abord je vais permettre à un cas d'usage de passer de l'étape test à validation à production. Une gestion des risques. Comment est-ce que je peux cartographier quels sont les risques qui sont attachés à mes différents modèles, qu'ils soient traditionnels, donc machine learning ou IA générative, mais aussi comment j'assure que les différents cas d'usage qui sont passés en production et qui sont implémentés dans l'entreprise respectent bien sont bien conformes par rapport aux différentes réglementations, notamment les Act, puisqu'on est sur le sol européen. Et donc là, on va rentrer sur le cœur de l'intérêt du webinaire, c'est de comprendre comment ça se met en œuvre concrètement. Et donc, Mamed, je te laisse la main. Absolument. Et donc, watsonx.gouv, c'est cette plateforme qui va nous permettre d'adresser ces 3 piliers-là. Donc, on va retrouver en fait des outils qui vont nous permettre d'avoir un monitoring en pré-prod, en prod, mais aussi en temps réel des différents modèles, avec des métriques de santé du modèle, donc combien de requêtes je reçois, quels sont le nombre de tokens en input, en output que j'ai par rapport à mes modèles d'IA générative, mais aussi des métriques de précision, de dérive, de biais, d'explicabilité, qui vont vraiment donner aux différents data scientists et engineers une vue un peu plus précise sur les performances du modèle. La deuxième partie, le deuxième outil qui est très important de watsonx.gouv, c'est une documentation automatique. C'est qu'une partie des exigences de l'UE Act, c'est d'obliger en fait les entreprises qui implémentent de l'IA de documenter leurs différents cas d'usage. Et avoir un outil qui permet d'automatiser cette documentation, c'est aussi un atout très important. Tout ça afin d'avoir une sécurité de l'IA, s'assurer en fait qu'on n'a pas des cas d'usage qui passent en production alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et aussi, la dernière couche de watsonx.gouv, c'est ce qu'on appelle la console de gouvernance. C'est en fait de permettre aux Chief AI Engineers, aux différents CXO, d'avoir une vue globale de tous les cas d'usage qui implémentent de l'IA dans l'entreprise, de tout le cycle de vie de ces différents cas d'usage, donc est-ce qu'ils sont en étape de test, en validation, quel est le risque qui est attaché à ces différents cas d'usage, donc avoir une vue globale de la gouvernance de l'IA au sein de l'entreprise. Ahmed, on a une question dans le chat d'Isabelle et qui a du sens. C'est pour quelle taille d'entreprise cette plateforme? Je vais répondre de mon point de vue. Après, je suis ouvert au débat avec mes deux confrères. Ouais. Pour moi, ce n'est pas tant une question de taille, c'est plus une question de ce qui est déployé au sein de l'entreprise en termes d'IA ou qu'est-ce qui est déjà soit en production ou même en shadow IA. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de use case, de POC, de POV, mais il y a aussi tout l'aspect du shadow IA au sein des collaborateurs. Donc, tant que l'entreprise a ses plateformes ou ses différents use cases, un outil comme gouvernance s'y adresse. Ce n'est pas une question de taille. Après, Mamed, je te laisse peut-être me dire j'ai totalement tort ou donner ton point de vue, mais ouais, c'est une question intéressante. C'est une très bonne question, effectivement. Et je vais répondre en donnant 2 infos. Déjà, faire de l'IA sans gouvernance, c'est quelque chose qu'on déconseille. Donc, que vous ayez 4, 5 ou 10 use cases qui utilisent l'IA générative, c'est toujours important d'avoir cette couche gouvernance. Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des clients en fait, qui implémentent watsonx.gouv alors qu'ils n'ont que 5 use cases qui sont passés en production. Donc, c'est effectivement important d'avoir cette couche de gouvernance afin de passer l'IA en production en toute confiance. L'autre partie de ma réponse, qui est aussi très important par rapport à watsonx.gouv, c'est que c'est une plateforme complètement modulaire. Donc, si vous n'êtes intéressé que par la partie conformité, donc GRC, vous pouvez commencer par implémenter cette partie-là de la solution. Si vous êtes plutôt intéressé par la partie monitoring ou documentation, vous pouvez aussi implémenter que cette partie-là. Donc, on s'adresse aux différents cas d'usage des différentes entreprises. Si vous avez
autre information aussi très importante, c'est qu'on est complètement agnostique. Donc, si vous êtes déjà sur un studio d'IA comme GCP, Azure, AWS, et que vous avez déjà des modèles qui sont hébergés sur ces studios-là ou sur différents studios, ben, on peut en fait venir se greffer à n'importe quelle plateforme. On est complètement agnostique d'où vous hostez vos différents modèles. On peut venir se greffer, acheminer les données nécessaires afin d'avoir un monitoring, une gouvernance de ces différents modèles-là, quelle que soit leur plateforme d'hébergement. Et du coup, il y a un prolongement à cette question qui en est une deuxième de Frédéric. Mamed, pour les ETI qui font appel à des pro-logiciels, pour leur CRM et gestion de production, est-ce que cela a un sens, car probablement intégré? Est-ce que, en tout cas, gouvernance a sa place pour ce type d'interaction avec ces logiciels? Pour cadrer l'ensemble d'un écosystème logiciel. Ça s'est coupé pendant 2 secondes. Alors, c'est des logiciels de... CRM, gestion de production, est-ce que gouvernance peut interagir avec eux? Est-ce que ça a un sens d'intégrer cette solution? Absolument, oui. On peut effectivement exporter, en fait, et c'est ce que je vais vous montrer après pendant la démo. On peut en fait exporter les données de monitoring ou de documentation de watsonx.gouv afin de les acheminer à vos différents CRM. Donc, c'est quelque chose en fait qui est tout à fait possible avec watsonx.gouv. Et je rajouterai un point, Frédéric, dans la réponse, c'est qu'aujourd'hui, en prenant le CRM, si on est sur Salesforce, il y a de plus en plus de solutions inclus dans ce CRM qui jouent avec l'IA, donc l'Agentforce, qui joue même maintenant avec l'IA Agentic. Donc, faire le lien avec un logiciel de gouvernance a de grands intérêts. Ce qui est intéressant aussi au niveau de ces 4 piliers que propose watsonx Gouvernance, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas trop sur quel pied danser et surtout sur quel axe commencer la stratégie de gouvernance. Est-ce qu'il faut commencer sur la gestion des cycles de vie, l'observabilité ou la documentation? Ici, ce que propose watsonx Gouvernance, c'est justement de prendre ce premier pas de priorisation et de lancer après tout le déploiement de la solution pour avoir une stratégie claire là-dessus. On te laisse montrer concrètement comment ça se matérialise. Merci Hugo. Donc, pour vous montrer un petit peu les différentes capacités de watsonx.gouv, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en fait le cycle de vie d'un cas d'usage. Le cas d'usage qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un cas d'usage de recrutement des candidats, où on va utiliser 2 types de modèles. Un modèle de machine learning pour venir en fait scanner les CV de mes différents candidats et les classer, et un modèle d'IA générative pour venir résumer les top CV de mes différents candidats. Et donc ici, on va passer étape par étape en reprenant d'abord la partie définition du cas d'usage, donc de la console de gouvernance de watsonx.gouv, à la partie build, en fait, quels sont les outils qui peuvent aider mes AI engineers, mes data scientists à très rapidement construire le cas d'usage, à le monitorer dans la partie run, et en fait s'assurer en fait que toutes les métriques de mes modèles qui soient en test, en validation, en production, ils sont bien évidemment remontés dans la console de gouvernance. Donc ici, je vais basculer. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, bien. Absolument. Ici, en fait, on est très ouvert là. Par contre, on ne comprend pas grand-chose. Je suis là pour ça. Donc ici, on est dans je dirais la page principale de la console de gouvernance de watsonx.gouv qui permet aux différents CXO d'avoir une vue globale de l'implémentation de l'IA dans l'entreprise. Donc ici, on va retrouver plein d'informations très importantes. Donc déjà, quel est mon niveau de conformité par rapport à mes différents cas d'usage. Donc je vois ici que je suis quand même pas mal compliant et que j'ai quelques cas d'usage qui, eux, ne sont pas conformes. J'ai quand même une partie qui doit être cartographiée aussi. Quels sont les différents départements qui utilisent de l'IA? Donc les départements RH, finance, etc. Le cycle de vie, donc le niveau, l'étape du cycle de vie de mes différents cas d'usage, est-ce qu'ils sont en développement? Est-ce qu'ils sont passés à l'étape, est-ce qu'ils ont été approuvés pour passer en production, etc. On a aussi plein d'informations par rapport aux différents modèles. Donc, les différents modèles qui sont utilisés dans différents cas d'usage par rapport à leur niveau de risque. Et ça, je vais parler un peu plus en détail après. Est-ce que c'est des modèles qui sont performants ou pas? Donc, est-ce qu'ils se respectent les différents seuils qui seront mis par mes data scientists? On en parlera plus en détail après. Quels sont mes différents modèles providers? Donc, est-ce que j'utilise plutôt des modèles open source, des modèles de chez OpenAI, de chez Anthropic? Donc, on peut avoir aussi plein d'informations par rapport à ça. Et
autre chose qui est très important, c'est que ces différents dashboards, ils sont complètement personnalisables, donc, par rapport aussi au niveau d'accès de la personne. Donc, un AI engineer ne verra pas autant d'informations qu'un lead AI engineer ou qu'un CTO d'une entreprise, aussi selon les différentes entités. Donc, une entité d'un groupe X ne verra que les cas d'usage de l'entité même. Donc, on peut avoir une séparation, en fait, selon les droits d'accès des différentes personnes. Et en complément de ces éléments-là, nous, ce qu'on constate sur certaines organisations, c'est maintenant une gestion qui est centralisée au niveau groupe, avec un certain nombre de filiales. Comme le disait Mohamed, la filiale n'aura pas la même vue que l'agrégat au niveau du groupe CDO. Et en fonction des métiers, le métier pourra suivre son utilisation. Les data scientists ou les ingénieurs pourront aussi voir. Et chaque vue est modulable, ce qui permet, encore une fois, je reviens sur mon point d'engagement, de donner de la visibilité à toutes les populations et beaucoup de les réengager au maximum. Et c'est vraiment important. J'ai vu que tu avais. Oui, Mohamed, d'ailleurs, il y a quelques questions dans le chat de Frédéric. Est-ce que ce type d'outil scanne l'existant? Oui, c'est une très bonne question. Un petit défi là-dedans, c'est j'ai développé une plateforme, que ce soit Vertex, Bedrock ou même avec Watsonix Orchestrate. J'ai plusieurs agents qui tournent, sauf que je n'ai pas encore gouvernance. Et en mettant en place gouvernance, est-ce que j'ai un scan qui est fait sur tout ce qui existe? Ce qui existe, et le Shadow AI aussi. C'est une très bonne question. Alors, avec Watsonix.gouv, on est effectivement dans du déclaratif. Donc, ça sera aux différentes entités en fait, de déclarer les différents cas d'usage avant de les implémenter. Pour scanner, on est un peu dans la partie sécurité. Et donc là, on a une intégration avec un outil, un add-on en fait, de Watsonix.gouv qui va venir scanner votre AI Gateway et déterminer en fait quels sont les différents modèles qui tournent sur votre plateforme. Ces modèles-là donc, seront après acheminés à Watsonix.gouv pour vous permettre de voir les cas d'usage que vous avez déclarés, mais aussi les cas d'usage qui sont non déclarés et quelles sont en fait les étapes que vous devez prendre par rapport à ces différents cas d'usage-là. Mais pour Watsonix.gouv, c'est effectivement du déclaratif. Vous devez déclarer les différents cas d'usage sur lesquels vous êtes en train de travailler. On a aussi un questionnement d'Isabelle sur la destination de cette solution. Donc, comme quoi, c'est plutôt pour les fonctions support que pour le cœur business de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed? Alors, je dirais que Watsonix.gouv adresse plusieurs entités. Donc, effectivement, c'est dédié non seulement aux data scientists et engineers avec une couche de monitoring des performances des différents modèles, mais si vous voyez ici, cette partie de console de gouvernance, elle est aussi dédiée au CTO, au Chief Data Scientist. Donc, ça adresse aussi ces différents profils. Donc, je dirais que c'est quand même un peu les deux. D'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Donc, sur la taille d'entreprise, Frédéric, là-dessus, ça va dépendre surtout de ce qui est mis en place. Aujourd'hui, gouvernance, en effet, s'adresse pour les plus grosses entreprises. Maintenant, une entreprise un peu plus petite, qui peut même être une PME, qui a différents use cases pour leurs techniciens, par exemple, dans l'industrie, et utilise ChatGPT pour leur RH, la gouvernance a du sens aussi. Donc, ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de ce qui est mis en place et en production en termes d'IA au sein des entreprises. Et le corollaire de ça, c'est effectivement la maturité de la mise en production des IA. On constate qu'aujourd'hui, gouvernance a du sens dans les grands comptes et dans les ETI, parce que les ETI commencent à arriver sur un niveau de maturité industrialisé de l'IA. Assez rapidement, on va redescendre dans les couches. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des populations ETI grands comptes, mais on commence à avoir des cas de PME qui arrivent. Et on a une question de Moïtez aussi qui va pouvoir t'amener plus loin dans la démo, Mohamed. Est-ce que les réglementations imposées par le métier sont incluses dans les métriques de conformité? Un exemple lié à ça, c'est par exemple le secteur de l'automobile, du nucléaire, de la finance. C'est une très bonne question et c'est effectivement un super segue vers la suite de la démo. Donc, je vais répondre dans 2 minutes à ta question. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la fiche d'information de mon cas d'usage, donc de recrutement des candidats. Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, quand on veut implémenter un cas d'usage sur Watsonix.gouv, c'est effectivement de le déclarer, de le créer sur la console de gouvernance. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on voit plein d'informations, on doit remplir plein d'informations importantes. Déjà le nom, la description du cas d'usage, est-ce qu'il utilise de l'IA ou pas? Donc ici, je vois bien qu'il utilise de l'IA. Quelles sont les personnes
qui sont rattachés à ces cas d'usage-là, quelles sont les différentes entités qui ont demandé, qui sont partie prenante de ce cas d'usage. Donc ici, on voit voilà, que c'est le legal, le CTO, le département de conformité de l'entreprise, etc., etc. Donc, déjà, on voit plein d'informations importantes qui décrivent très rapidement c'est quoi ce cas d'usage et ce que je veux faire avec. La première chose qu'un officier de risque conformité qui est attaché à ce cas d'usage va faire, c'est de définir le niveau de risque, donc les risques qui sont attachés à l'utilisation de ce cas d'usage. Et donc, pour ça, par défaut, dans whatsunix.group, on va retrouver en fait une série de questionnaires qui vont adresser le risque d'implémentation du cas d'usage, le risque du cas d'usage par rapport à l'IOE Act, etc., etc. Et ces questionnaires-là sont complètement personnalisables. Donc, si vous avez une entreprise en fait qui doit respecter certaines exigences dans le secteur de l'automobile, elle peut en fait créer un questionnaire qui va permettre aux officiers de risque de conformité de cartographier les risques qui sont attachés aux différents cas d'usage par rapport à leur propre secteur. Donc là, le questionnaire que je vais vous présenter, c'est celui qui rattache les risques d'implémentation du cas d'usage. Donc ici, on doit répondre à une série de questions. Donc, c'est quoi le cas d'usage? Quel est le type d'IA que j'utilise? Donc là, par exemple, je vois que c'est une tâche de génération, donc je remplis ça. Donc, on répond à une série de questions qui permettent en fait de déterminer le niveau de risque attaché à ce cas d'usage-là. Le deuxième questionnaire qu'on doit remplir, c'est le questionnaire qui détermine les risques par rapport à l'IOE Act. Et donc ici, on aura une autre série de questions que l'officier doit remplir en fait pour savoir si le cas d'usage peut être conforme ou pas par rapport à l'IOE Act. Et si je reviens à la page de présentation, je vois qu'en fait, une fois que j'ai rempli mes différents questionnaires, je vois quand même, puisque j'utilise de l'IA, que je traite des données personnelles, j'ai un cas d'usage à risque élevé et un risque élevé aussi par rapport à l'IOE Act. Donc, oui, vas-y Ludo ou Hugo. Bien remarqué. Ça soulève un point et je vais prendre un peu l'avocat du diable. Ça fait beaucoup de choses à remplir quand même pour avoir un résultat au niveau de la remédiation et de l'analyse des risques de nos IA. Faut comprendre qu'il y a des entreprises qui ont plein de modèles à saisir. Concrètement, on m'amène, qu'est-ce qu'on gagne à la fin sur Watsonix Gouvernance à faire toute cette opération de saisie, de réponse aux questions? Ouais. Donc, la première chose, c'est déjà une standardisation de l'approche d'implémentation des différents cas d'usage dans l'entreprise. Donc, ces différents questionnaires en fait, permettent aux parties prenantes de s'assurer que l'IA qui passe en production, elle passe en confiance, elle respecte les différentes exigences de l'IOE Act. Donc ça, c'est déjà une partie très importante. Une autre partie, c'est qu'une fois qu'on a répondu aux différents cas d'usage, automatiquement, on a un récapitulatif des différents risques qui sont attachés à cas d'usage. Donc, automatiquement, on peut savoir en fait que ce cas d'usage-là traite des données personnelles. Donc, je dois m'assurer en fait que je n'ai pas de fuite de données personnelles dans l'output du modèle. Donc, savoir déjà à quoi s'attendre si jamais ce cas d'usage-là passe en production. Et en complément de ça, dans un premier temps, avec la mise en application de la réglementation, ce qui sera demandé par les législateurs et les régulateurs, c'est de montrer qu'on a fait la démarche dans le sens de cadrer le risque. Et donc, de circonscrire les éléments de risque, comme ça c'est évoqué là, ça permet déjà de montrer une démarche qui va dans le bon sens et donc les prémices de quelque chose qui est tout à fait compliant. Donc, les régulateurs apprécient fortement le fait que ce travail-là soit fait de circonscription du niveau de risque par cas d'usage. Absolument. Et une autre partie aussi importante de la solution, c'est qu'une fois qu'on a créé le cas d'usage et qu'on a cartographié les risques, on peut aussi déterminer en fait quelles sont les étapes que le cas d'usage doit respecter avant de passer en étape de test, de validation, de production. Tout ça à travers ce qu'on appelle des workflows. Donc, on peut directement dans la solution créer des flux que le cas d'usage doit respecter. Donc, tout ça, c'est personnalisable. Ici, je vous montre en fait un workflow de demande d'implémentation d'un cas d'usage. Donc, je dois passer par un comité de review avant que ça soit approuvé, etc. Mais on peut avoir un flux par rapport à l'IOE Act, mais aussi par rapport, je dirais, aux différents secteurs de l'entreprise. Des cas d'usage qui sont implémentés dans le secteur d'automobile ne vont pas forcément respecter le même flux que
que d'autres cas d'usage, etc., etc. Donc, avoir vraiment une flexibilité et une standardisation, encore une fois, de comment l'IA est implémentée dans l'entreprise. Côté implémentation, on a pu faire des business value assessment avec certains de nos clients concernant la solution. Les gains qu'apporte Watson Governance sont sur différents aspects. Le premier, ça va être le gain de temps pour valider un cas d'usage. C'est-à-dire qu'avant, on devait passer par plusieurs personnes et de différentes manières pour valider si un cas d'usage était bon, était fait pour être mis en production et faisait gagner de l'argent. Donc ça, c'est un gain de temps qui permet d'économiser du temps homme et du coup, forcément, économiser des frais. On a un gain qui est conséquent au niveau de la réduction du risque, presque à zéro d'une mise en place d'une amende concernant la CNIL. Alors, bon, c'est quand même un risque qui est encore lointain pour certaines personnes, mais je vous assure que c'est vraiment à nos portes. Et enfin, un gain de temps énorme aussi, parce que ça fait un peu un répertoire de tout ce qui est mis en place. Et du coup, pour un CDO, on a une vision beaucoup plus claire de la direction, de la stratégie, des use cases et de tout ce qui est mis en place chez nous. Oui, je reviens là-dessus, j'insiste, mais un impact aussi qui est induit, c'est vraiment une accélération de l'adoption et de l'industrialisation du cas d'usage, parce que justement, le CDO et toutes les parties prenantes ont enfin un point, mais tu vas l'évoquer, Mamed, dans toute la partie build, mais un point d'observation qui est global. Oui. Donc, si je passe à la deuxième étape du cycle de vie de mon cas d'usage, donc on l'a bien défini. Maintenant, en fait, on aura des data scientists, des AI engineers qui seront rattachés à ce cas d'usage-là afin de l'implémenter. Donc, le premier outil que j'ai voulu vous partager de Watsonx.gouv, c'est ce qu'on appelle l'Evaluation Studio. C'est pour les cas d'usage qui utilisent de l'IA générative, ça permet aux data scientists, aux AI engineers, de très rapidement venir tester différents modèles par rapport aux prompts et les monitorer par rapport à des métriques bien précises. Donc ici, j'ai mon modèle qui, lui, travaille sur la génération de résumés de mes différents CV. Donc, j'aimerais bien, avant de passer en étape de validation, pré-prod ou de production, je dois déjà choisir quel est le modèle que je veux utiliser, quelles sont les métriques que je dois préciser pour mon modèle, donc la température, top P, top K, mais aussi quel est le prompt que je dois utiliser pour ce modèle-là. Donc, avec l'Evaluation Studio, en fait, on peut très rapidement, en utilisant une base de tests, tester plusieurs modèles et les monitorer par rapport à des métriques bien précises. Donc ici, je vais de la génération de résumés. Donc des métriques qui m'intéressent, ça peut être du bleu, du rouge score. Et donc très rapidement, en utilisant encore un dataset de validation, je peux venir en fait checker les performances de mes modèles par rapport à ces différentes métriques-là. Donc là, je vois bien qu'un Granit est plus performant qu'un Llama et je peux très rapidement choisir le modèle que je veux implémenter dans mon cas d'usage. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape de build, de production, de validation de production. Et mes différents data scientists et engineers, ils vont recevoir une notification comme quoi ils sont rattachés à un cas d'usage. Ils vont, dans leurs environnements de développement, avoir ce qu'on appelle cette fiche d'information qui est très similaire à celle qu'on a vue dans la console de gouvernance. Donc, qui regroupe le nom du cas d'usage, la description, mais aussi je peux avoir une fois que le cas d'usage a avancé, je peux avoir quelles sont les étapes que mon cas d'usage a validées. Donc là, je vois bien que mon cas d'usage de recrutement des candidats, il est passé de l'étape développement à l'étape validation et enfin en production. Tout ça en surveillant ce qu'on appelle le cycle de vie du cas d'usage. Donc, je vais passer un peu plus vite. Donc ici, on peut voir en fait quelles sont les différentes sous-catégories de mon cas d'usage. Donc ici, j'ai un modèle de classification. Donc je vais surveiller un modèle de machine learning tout au long de son cycle de vie, mais j'utilise aussi de l'IA générative et une partie aussi importante de notre fiche d'information, c'est que je peux versionner comment j'implémente mon cas d'usage. Donc ici, je vois bien que pour générer les résumés de mes différents CV, j'ai commencé avec un modèle Mistral 7x8B. Mais une fois, l'IA générative, ça bouge très vite. On a eu il y a plusieurs mois la sortie du Mistral Medium et j'ai voulu plutôt implémenter ce modèle-là et le passer en production. Et ce nouveau modèle doit respecter exactement les mêmes étapes que le premier. Et donc, je peux avoir une vue globale aussi des performances de mon modèle Mistral Medium une fois qu'il est passé en production.
Et donc là, on voit un cas d'application concret où l'outil qui s'apparente à un outil de réglementation, en tout cas de mise en conformité, finalement devient une vraie aide, une vraie accélérateur à l'industrialisation de la logique de factory et de passage à l'échelle des cas d'usage. Donc voilà, c'est un cas très concret de gain, je pense. Dans les 8 minutes qui nous restent, on a quand même deux questions qui sont venues à nous. Une question sur la concurrence, et ça c'est très intéressant, c'est par rapport à des acteurs comme Microsoft, Google ou même AWS ou d'autres qui proposent aussi des solutions. Qui sont les concurrents directs de Watson Governance? On l'a vu rapidement dans le benchmark Mamen, mais c'est vrai qu'elle évoquait quelle compagnie arrive à circonscrire autant d'éléments. Oui, je dirais oui, et je l'ai montré tout à l'heure pendant le benchmark, mais par rapport à ces différents concurrents, donc les hyperscalers, les GCP, AWS, Azure, donc nous on est, en tout cas je suis peut-être biaisé, mais on est beaucoup plus flexible, donc on se déploie tout aussi bien en cloud, donc si vous êtes client d'AWS ou GCP ou Azure, ben, on peut en fait venir se déployer directement sur ces différents hyperscalers, mais on peut aussi se déployer en-prem, donc si vous avez vos propres data centers et un souci de sécurité et de fuite de données qui est assez important, on peut déployer watsonx.gouv directement chez vous. Donc, il y a déjà cette partie de flexibilité qui est assez importante. On est complètement agnostique que vous ayez vos modèles chez nous sur IBM Cloud on-prem ou sur n'importe quel hyperscaler. Même la question de Frédéric portait aussi sur est-ce qu'il y a des équivalences de watsonx chez les providers cloud quels sont les noms que tu as en tête qu'on ne voyait peut-être pas sur le benchmark, mais ouais. Vous évoquez les équivalences. Ouais. Je dirais, je reviens sur ce slide-là, je dirais que en termes de capacité, on retrouvera en fait des similarités avec les hyperscalers sur la partie monitoring. Donc eux aussi vous donnent des outils pour monitorer les modèles que vous utilisez sur leur plateforme. Mais avec watsonx.gouv, et je suis assez confiant quand je dis ça, on est les seuls à adresser les trois piliers. Donc non seulement la partie gouvernance du cycle de vie des modèles hébergés sur n'importe quelle plateforme, une gestion de risque, donc monitorer les modèles une fois qu'ils passent des environnements de test, validation en production, mais aussi des outils pour vous permettre d'être conforme par rapport aux exigences de l'UE Act. Donc, adresser ces trois piliers-là, c'est difficile d'avoir les mêmes capacités dans nos concurrents. Et côté Margot, nous, ce qu'on observe, c'est plus des acteurs très spécifiques, à l'instar de Naya, par exemple, qui répond à un des trois piliers sur l'aspect juridique, mais n'englobe pas forcément les trois directement. Ouais, effectivement, Credo AI, je sais qu'ils sont devant le bench que tu as montré tout à l'heure, donc c'est un acteur qu'on voit beaucoup passer. De mon prisme, je ne vois pas d'acteur côté cloud, mais plutôt sur certaines, à l'instar de Databricks ou autres, sur des outils aussi d'authentification qui essayent d'aller sur cet axe-là. Donc, c'est vraiment sur des silos spécifiques du process, mais sur l'entièreté, voilà, tu le mentionnes là. On a Collibra, on a effectivement Credo AI en tête. Il me semble qu'en dessous de Collibra, ça doit être Microsoft, DataIQ. Et ensuite, voilà, on est sur le dernier cercle. C'est bien que tu as cité Credo AI, Hugo, parce qu'en fait, on a un partenariat avec Credo AI. Donc, Credo AI, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils sont très à jour sur les modifications des différentes réglementations. Et donc, en fait, on a un partenariat avec Credo AI, donc les clients qui utilisent watsonx.gouv pour gouverner les différents cas d'usage et le cycle de vie de l'IA, on peut en fait venir se greffer à Credo AI et acheminer en fait les modifications qui sont apportées aux différentes réglementations et donc automatiquement en fait modifier les différents questionnaires qui sont sur watsonx.gouv. Mais ça, c'était un point. On communiquera ce benchmark à l'issue aussi du webinaire. Donc, voilà. On vous laissera clore. On a d'autres questions. Malheureusement, il nous reste 3 minutes. Néanmoins, on traitera chaque question après. Pas de problème, on reviendra vers vous. Ouais. Pareillement, pour faire un point un peu plus précis au niveau des comparaisons et des benchmarks et de la valeur ajoutée de chaque pilier. Ça, on entend bien ces points-là. C'est des choses dont on fait avec plaisir. Du coup, Mamed, en conclusion sur la partie run, pilotage et sur la globalité de la solution watsonx Governance, quels sont les points qu'on doit absolument retenir? Oui. Alors sur la partie run, et je vais le faire très rapidement, puisque voilà, j'ai déjà préparé
différents slides. Donc ici, je voulais déjà vous partager en fait la fiche d'information qui est rattachée aux différents modèles. Donc, il regroupe toutes les informations qui sont ressorties quand on va superviser le modèle en espace de déploiement. La deuxième partie, ça adresse ta question, Ludo, sur la partie run, ce qui est très important, et c'est la richesse de la plateforme, c'est le nombre en fait, de métriques que je peux gouverner. Donc ici, je vois que j'ai un modèle de machine learning. Un AI engineer, quand il va implémenter ce modèle-là, il va préciser en fait des seuils sur les différentes métriques qu'il va vouloir monitorer. Et si jamais le modèle ne respecte pas ces différents seuils, il va avoir des alertes. Donc ici, sur mon modèle de machine learning, je vois que je suis assez bien sur la partie âge, donc je ne suis pas biaisé sur l'âge de l'utilisateur. Par contre, sur le genre, mon modèle a tendance de préférer d'embaucher des hommes plus que des femmes. Et donc, on aura une ressortie de cette alerte. Et donc, le AI engineer sera notifié. Mais aussi plein de métriques de qualité, d'explicabilité qui vont permettre à mon AI engineer en fait, de savoir pourquoi mon modèle prend ces décisions-là et donc avoir une vue globale des performances du modèle tout au long de son cycle de vie. Mais ça, dans une logique d'IA responsable qu'on voit développer de plus en plus et qu'on essaye de soutenir au maximum l'explicabilité de ce qui se passe et qui permet d'ajuster au fil de l'eau, que permet cet axe-là, il est pour nous crucial, sans quoi il est compliqué d'affiner. On compare souvent les modèles et les IA à des êtres vivants qui évoluent dans le temps en permanence. Ils évolueront dans le bon ou dans le mauvais côté et ça permet de suivre au maximum et d'ajuster le tir en fonction. En tout cas, c'est un produit très complet qui peut se résumer à ces 3 piliers, mais rentrer dans ce détail-là. Il y a toute une phase de pilotage qui est important aussi. En termes de call to action, ou du moins comment en voir un peu plus, comment avoir des comparatifs un peu plus précis et rentrer dans le détail de la valeur que ça apporte, puisque quelque part, tout n'est que valeur sur cet aspect, sur ce marché. Nous, on a mis en place un QR code qui vous sera envoyé. Mohamed va aller l'afficher. Et ce QR code-là, après, si on l'a, on l'a pas, mais on vous enverra. On vous enverra directement toutes les informations nécessaires avec le bon questionnaire qu'il faut également pour mettre en place un rendez-vous de démo. Ouais, donc le point là, que mentionnait Ludovic, effectivement, c'est de pouvoir scanner ce QR code-là et un replay, la présentation vous sera envoyée. Ce qui est possible de faire de notre côté, on peut mobiliser à la fois les équipes IBM à leurs frais dans la capacité à mettre en place un POC pour votre cas d'usage métier concret d'être mis en application dans votre contexte sur la gouvernance, ce qui permet de savoir sans engagement si ça répond à ce que vous avez en tête et si la modularité peut s'adapter à votre contexte. Et dans le même temps, c'est cadré par les équipes de Margot sur un temps relativement restreint, 6 à 8 semaines, ce qui permet assez rapidement de savoir l'étendue de tout ça. Vous revenez vers nous si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre la discussion et si vous voulez évaluer, faire une démo aussi plus poussée, plus contextualisée de l'outil sur un pan spécifique ou sur l'entièreté. N'hésitez surtout pas et on vous remercie encore grandement de votre temps et merci pour cette présentation, Ludovic. C'est bon. Merci, Mohamed. N'hésitez surtout pas. Merci à tous. Merci à tous. Au plaisir. À très vite.